Alors il y a donc deux aspects, il y a un aspect juridique et un aspect pratique. D'abord, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas d'ONG dans le droit français. Donc nous avons fait un peu un tour de passe-passe pour démontrer que toutes les ONG qu'on connaît, qui sont la plupart du temps anglo-saxonnes, mais il y a aussi des associations qu'on appelle ONG en France, pour montrer que finalement ces ONG qui étaient souvent pour un cadre national extrêmement lâche, pour la fin des frontières, finalement c'était un peu des bouées de, comment dire, des ouvriers du mondialisme, ces ONG. Eh bien nous avons voulu prendre l'effet inverse et dire qu'une ONG pouvait être souverainiste. Et donc on pouvait s'ouvrir sur l'étranger sans pour autant se faire envahir par l'étranger. Donc en droit, nous sommes une association, mais qui a cette particularité d'avoir une ouverture vers l'international et qui n'a pas de but lucratif. Et qui plus est, comme nous avons des partenaires internationaux en Amérique du Nord, en Afrique francophone, nous sommes reconnus comme partenaires internationaux par ces ONG-là. Donc ce qui nous donne un statut spécial vis-à-vis des autres associations ouvertes sur l'étranger. Alors en ce qui concerne notre autonomie politique, d'abord on a l'autonomie financière. Donc souvent on se dit toujours pour regarder qui décide, il faut regarder qui paye. Eh bien c'est nous qui payons nous-mêmes nos voyages, c'est nous qui payons nos déplacements. Donc nos adhérents qui nous donnent de l'argent, c'est entre 10 et 25 € l'adhésion. Donc on y va à la fois de notre poche pour ce qui n'arrive pas à être payé et financé par notre association, notre ONG, et pour le reste, c'est l'ONG qui paye. Donc voilà, on a une autonomie qui est celle de nos finances, c'est-à-dire la nôtre. Il y a une distinction qui est très nette et qu'on observe en voyageant à travers le monde, principalement parmi les peuples de langue française, c'est que la francophonie du Nord, c'est-à-dire des pays industrialisés, des pays développés, des pays soit du continent européen, soit du continent américain, du Nord, ces pays voient la langue française se fragiliser, être de moins en moins parlée par leurs habitants, aussi parce que c'est des pays qui ont fait un choix de se porter vers un certain type de commerce mondialisé de langue anglaise et donc de ce fait ils tournent le dos à la langue française et à la francophonie. Donc ça se voit par exemple à Montréal. Le Québec est une province de langue française, de langue nationale inscrite dans les textes françaises, pas bilingue. Et à Montréal, la francophonie perd complètement du terrain. On va vous dire bonjour, hi, pas bonjour. Bonjour, hi. Il va y avoir des affichages à la fois en anglais et en français. Et nous, on a ici en France, par exemple, pas besoin de voyager pour être en France quand on est français, mais on a ce tropisme anglo-saxon qui fait que les gens qui sont en école de commerce, qui sont en études de langue, etc., vont se précipiter vers les formations anglo-saxonnes et ne vont pas utiliser la langue française comme une langue vivante, comme une langue des affaires, comme une langue de la communication des médias, etc., comme une langue conquérante. Pas politiquement, mais conquérante économiquement. C'est-à-dire se dire, écoutez, il y a sans doute des cinémas à implanter en Afrique. Il y en avait dans les années 60. Il n'y en a plus aucun en Afrique francophone. Nous avons une production cinématographique, il y a de quoi faire. Eh bien non, cette langue donc régresse dans les pays du Nord et elle explose dans les pays du Sud. C'est-à-dire à la fois dans les îles qui peuvent être francophones, je pense à Madagascar, quoique la langue recule un petit peu là-bas, mais surtout en Afrique, où on a un boom démographique qui s'accompagne d'un usage de la langue. Donc on voit ça par exemple dans des pays comme les pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, qui sont très francophones. On a un apprentissage de la langue française à l'école, mais en fait ces populations sont de langue française maternelle. C'est devenu une langue maternelle alors que, souvenons-nous, dans les années 60, dans les années 50, ces peuples ne jouissaient pas, n'usaient pas la langue française comme une langue maternelle, mais comme une langue étrangère, comme la langue des élites d'ailleurs de l'époque. Et avec la décolonisation, cette langue est restée comme un trésor de guerre pour eux. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc une progression du français en Afrique. Alors,
Ensuite, on se demande si l'Afrique ne progresse pas en termes sociaux, en termes économiques. À ce moment-là, la langue française sera dans un état qui ressemblera à celui de l'Afrique dans 20-30 ans. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les peuples, et tu parlais de coutumes, de culture, les peuples habitent différemment la langue française. C'est-à-dire qu'il y a un français américain comme il y a un français africain. Et donc, si la question est est-ce que le partage de la langue française détruit les identités nationales, la réponse est non. Puisqu'on peut très bien avoir une langue nationale qui va dire l'abstrait et le concret, qui va se conjuguer avec des langues, des dialectes finalement locaux, qui vont être essentiellement tournés vers le concret et avoir peu de mots. Et donc on a un dialogue de cette langue nationale avec ces langues locales qui se vérifie en tout cas en Afrique, qui fonctionne bien. Donc c'est très intéressant de voir que c'est une langue qui ne va pas détruire les identités, mais au contraire leur permettre de se sublimer. J'ai un souvenir très clair qui m'a profondément marqué vis-à-vis des idées fixes qu'il peut y avoir en France. Vous savez, dans les Tontons Flingueurs, il y a cette réplique « Vous êtes la proie des idées fixes ». Et il y a une idée fixe en France qui est que le Front National, le parti de Marine Le Pen, ne serait pas habilité, pas en capacité à coopérer avec les pays étrangers. Et avec d'autres collectivités, avec d'autres peuples, etc. Alors j'étais au Bénin cet été, entre août et septembre. Et je dois traverser un lac, le lac Nokoué, qui fait presque 200 km de circonférence, pour aller dans une municipalité dont on m'avait parlé, qui était représentative un peu de la culture béninoise profonde, de l'identité, etc. C'était un village sur pilotis en plein milieu du lac. On met 1h30 pour y accéder en pirogue, et avec des pêcheurs qui étaient là. Et je rencontre le maire. Donc nous sommes dans un quartier sur pilotis, traditionnel, béninois, d'une commune qui s'appelle Soava. Et je demande donc à rencontrer le maire, et on me le présente, je vais dans son bureau, il y a la télé en couleur, etc. Et le maire arrive en habit traditionnel. J'étais là avec Gwenaël, avec mon directeur de cabinet local qui était un ami béninois qui s'appelle Ernest Abokomissi, et nous sommes là avec le maire et son directeur de cabinet. Et je commence à discuter avec lui. On discute des problèmes de la commune, on discute des problèmes qu'il y a entre la France et l'Afrique, et je lui ai dit monsieur Sergio Azoumé, si le Front National venait à arriver au pouvoir, est-ce que vous pourriez coopérer avec Marine Le Pen, avec éventuellement David Racheline, des gens comme ça? Le maire a éclaté de rire. Il a pris un temps d'abord et après il a éclaté de rire. Il a dit mais la question ne se pose même pas. Alors que nous ici, les gens qui sont en proie aux idées fixes, se disent que c'est l'isolement le plus complet pour nous demain si Marine prend le pouvoir. Et voilà un maire qui était dans son habit traditionnel, fier d'être chef de sa commune, d'une commune avec une identité forte, difficile à développer sur certains aspects, notamment du point de vue touristique, il y a des problèmes de financement, mais magnifiques, et qui était là en train de nous dire mais la coopération peut se faire avec tout le monde, et je ne crois pas à ce parti plus raciste qu'un autre. Donc voilà l'idée qu'on peut avoir du Front National, de Marine Le Pen, et par extension des adhérents du Front National. En fait, nos idées sont partagées par la plupart des gens dans le monde, et les francophones du Sud comme du Nord, en fait, nous attendent et sont prêts à coopérer déjà. Donc on n'a plus à se poser la question. Voilà. En urgence, j'en vois une qui est alarmante. Nous avons un problème qui est lié notamment à l'immigration, notamment à l'immigration venant de pays francophones, qui est les transferts de fonds, qui s'effectuent depuis la France par des migrants économiques finalement, pour qu'ils financent, qu'ils envoient de l'argent dans leur pays d'origine.
On a chiffré, ce n'est pas des chiffres du COMEF, hein, c'est des chiffres d'université notamment, des chiffres officiels. Il y a de 10 à 17 milliards d'euros qui chaque année quittent la France à travers ces transferts de fonds. Donc qui quittent le circuit économique français. Et ça constitue aussi ces transferts de fonds qui transitent par Western Union, MoneyGram, La Poste aussi. Ça consiste aussi en un appel d'air finalement à des populations qui dans le sud, au Mali par exemple, vont se dire tiens, je peux aussi émigrer parce que ce système existe et je peux envoyer de l'argent à ma famille. Alors je vais détailler une seconde un peu cette proposition qu'on a, qui est de geler finalement, de taxer ces transferts de fonds, de cesser de les fluidifier. Donc 10 à 17 milliards, ça a été permis par Sarkozy. Sarkozy s'est dit nous donnons de l'argent, puisque nous avons une aide au développement, nous donnons à ce titre près de 10 milliards d'euros par an à un certain nombre de pays. Puisque les transferts de fonds de ces migrants vers leur pays d'origine équivalent à peu près à notre aide au développement, nous allons faciliter les transferts de fonds qui comptent un peu comme une aide au développement des pays d'origine. Donc, il a facilité les transferts de fonds, encore plus d'appels d'air. Qu'est-ce que ça provoque? 60% de ces transferts de fonds sont utilisés dans les pays d'origine pour la consommation courante. Question, est-ce que vous développez un pays en l'aidant à survivre? Absolument pas. Et le reste est employé souvent pour de l'immobilier. Vous voyez comme ça des gens qui ont travaillé leur vie en France durant, et ce n'est pas mauvais d'ailleurs, qui ont pour réflexe d'aller acheter au bled, comme ils disent, éventuellement un lopin de terre, faire construire quelque chose. Le problème est que ça fait gonfler artificiellement les prix du foncier. Parce que, évidemment, vous avez quelqu'un qui a une capacité économique supérieure aux agents sur place, et donc il va réussir à créer, à investir dans des biens dans lesquels ne peuvent pas investir la population alentour. Donc ça va créer un déséquilibre économique. Est-ce que c'est du développement? Non. Troisième réponse. Des pays comme les Comores, 21% de leur produit national brut correspond à ces transferts de fonds. Donc vous avez une dépendance économique qui est tout à fait incroyable envers ces transferts de fonds. C'est-à-dire qu'ils dépendent de leur diaspora qui ne les aide même pas à se relever. Donc nous considérons que ces transferts de fonds sont à la fois un appel d'air et un moyen de détruire progressivement les économies du Sud tout en détruisant la nôtre. Donc il s'agirait de mettre en place un développement co-profitable par de l'investissement dans le développement plutôt que de l'aide au développement et finalement de rendre extrêmement difficile, c'est-à-dire de taxer ces transferts de fonds. Donc ça c'est la proposition, je dirais, la plus urgente à mettre en place parce qu'économiquement et politiquement il y aura un effet direct. Je dirais que je ne sais pas pour la plus complexe. Nous avons une proposition qui est assez complexe au COMEF, qui est de dire que les outre-mer français, qui sont à la fois dans l'océan Indien, comme dans l'océan Pacifique ou dans l'Atlantique Nord, je pense à Saint-Pierre-et-Miquelon, je pense aux Caraïbes, etc., nous avons besoin d'une stratégie commune aux outre-mer. Pour ne pas les perdre, vous n'allez pas développer différemment, bien sûr, vous allez développer différemment les outre-mer, mais vous n'allez pas les développer de manière à les séparer de la France notamment. Et donc nous avions imaginé au COMEF qu'une politique unitaire aurait été de faire un tour de France à la voile. Je ne parle pas d'un tour de l'Hexagone, hein, on a bien compris. C'est un tour du monde qui peut se faire de Clipperton à Papeete, et de manière à démontrer que nous avons un espace français qui est sur toutes les mers et qui est mondial. De manière aussi à... C'est pour ça que c'est complexe. Donc là, vous avez un aspect médiatique, vous avez un aspect touristique, parce que faire ces courses, ces compétitions nautiques qui relient les outre-mer en une seule course maritime, on doit refaire les ports. Et souvent, les ports sont de mauvaise qualité ou ont besoin d'être développés. Donc il y a des investissements dans les infrastructures portuaires et aussi dans les infrastructures d'accueil touristique qui accompagneraient cette politique de développement-là. Donc c'est une idée qui a été reprise d'ailleurs par Marine Le Pen, on l'a entendu, mais qui serait assez complexe à mettre en place. Mais vous voyez, un tour du monde, pardon, un tour de France, ce qui est la même chose en vérité, à la voile, il y a des retombées à la fois pour le moral des Français. Voilà, nous sommes
citoyen d'une nation qui est sur toutes les mers du monde. Il n'y a aucun objet de conquête là-dedans, il y a juste un objet de fierté. Et à la fois, tous finalement, les développements qu'il peut y avoir, à la fois économiques comme touristiques, qui peut être incident à cette proposition. Donc celle-là est la plus complexe. Et quelle était la dernière question? La plus simple. La plus simple, je dirais que c'est la Banque francophone de développement. Ou alors, non, pardon, on va en faire une autre, puisque la Banque francophone, on en parle souvent. Il y en a deux alors. Il s'agit de prendre l'argent de notre aide au développement pour financer une banque ouverte aux autres pays de la francophonie qui investirait dans le développement des pays du Sud, avec les capitaux du Nord. Donc ça, c'est assez simple à faire, mais je crois qu'il y en a une autre beaucoup plus simple, qui est celle de faire une charte de la langue française. Marine Le Pen l'a appelée Loi Toubon 2, parce qu'il y a une loi Toubon qui surveille l'usage de la langue française, mais qui est complètement vidée de son sens, qui est tout simplement le fait d'appliquer strictement la langue française en France, langue des affaires, langue des médias, langue de la culture, langue des sciences et des arts, et donc c'est-à-dire de censurer les publicités qui seraient d'abord en anglais, de censurer éventuellement dans les radios s'il y a trop de chansons anglophones, et éventuellement de censurer les textes diplomatiques lorsque ceux-ci ne sont pas rédigés dans notre langue. Et donc je pense que c'est un texte extraordinairement simple, qui n'est pas du tout liberticide, qui fait juste régner la langue française comme la seule langue nationale, et c'est d'ailleurs l'article 2 de notre Constitution. Il serait un peu prétentieux de me définir moi-même avec un leitmotiv, mais disons que le COMEF a une phrase qui est coopérer et comprendre plutôt qu'à servir. Coopérer et comprendre plutôt qu'à servir. Et ça, c'est une maxime qui est assez partagée et très entendue en Afrique, en Amérique du Nord aussi. C'est une phrase qu'on entend bien. J'en ai une autre plus personnelle, c'est agis de telle sorte que la maxime de ton action soit universelle. Ça, c'est Emmanuel Kant. C'est-à-dire, on n'agit pas si on a un intérêt personnel qui est le fondement de notre action. C'est pas possible. Il faut que la maxime de notre action soit universelle, c'est-à-dire qu'elle puisse être partagée par tous de la même manière et entendue par tous.